Pionnière de l'aviation à l'aube du XXe siècle, incontournable au début du deuxième millénaire, tant sur les plans civils que militaires, la France a pourtant essuyé un vide d'une demi-décennie durant la Seconde Guerre mondiale. Pour conquérir son renouveau, l'aviation française eut besoin d'échecs, de déceptions, de machines incroyables, de réussites, mais surtout d'hommes et de femmes inspirés par un idéal d'indépendance, d'excellence et de renaissance. Comment la France est alors parvenue à regagner la place qui est la sienne, celle d'un acteur consubstantiel à l'histoire aéronautique mondiale? Globalement impréparée à une invasion, l'armée de l'air française était en 1940 victime d'un essoufflement d'innovation et d'une politique trop peu ambitieuse. Ne pouvant aligner qu'environ 800 chasseurs face à 10 000 appareils allemands de tout type, et malgré une résistance héroïque, la France fut défaite et son industrie aéronautique perdit sa souveraineté. Le 11 mai 1945, le dernier territoire français est libéré par la reddition de la poche de résistance de Saint-Nazaire. La situation de l'aviation française est à lire en superposant deux constats. Tout d'abord, celui d'une réduction considérable du potentiel industriel aéronautique. 25% des surfaces de construction du secteur ont été bombardées par les Alliés. L'occupation transforma l'industrie française en appareil productif monovalent et dénué de haute technicité. Elle a perdu pendant plus de 4 ans la liberté d'innovation et a accumulé un immense retard technologique, tandis que l'URSS, la Grande-Bretagne ou les États-Unis ont considérablement accéléré le développement de leur aviation durant la Seconde Guerre mondiale. Le second constat à mettre en perspective est celui d'un potentiel industriel aéronautique relativement préservé. Comprenant que la France ne pouvait lui fournir de quoi alimenter son effort de guerre, l'Allemagne nazie signa avec le gouvernement de Vichy en juillet 1941 un accord pour répartir la production française entre les deux pays sur une proportion de 2 avions revenant à l'Allemagne pour 1 à la France, et ce jusqu'en novembre 1942, où l'Allemagne prit 100% de la production. Par ailleurs, la main-d'œuvre et le savoir-faire aéronautique furent en majeure partie sauvegardés. Entre 1940 et 1944, on produisit en France plus de 4000 avions et près de 12 500 moteurs, avec une main-d'œuvre spécialisée s'élevant à 100 000 ouvriers la dernière année d'occupation. Ainsi, par la superposition de ces deux constats, l'aéronautique française se trouvait fortement affaiblie, technologiquement en retard, mais douée d'un certain potentiel préservé durant l'occupation, nourrissant l'espoir d'une reconstruction. Le contexte politique allait s'avérer favorable à la reconstruction aéronautique française. L'aide Marshall des Américains en 1947, la volonté du général de Gaulle de garder une production et une conception nationale en vue de son indépendance, et un plan de relance ambitieux. Tel un phénix renaissant de ses cendres, la France retrouvera son potentiel aéronautique dans le secteur en moins de 3 ans. Mais elle était encore loin du rattrapage dont elle avait l'ambition, notamment concernant la conception d'appareils pouvant changer la donne. Par la loi de nationalisation de 1936, le gouvernement français réunit usines et bureaux d'études en 6 entreprises d'État, qui s'avéreront être, avec Breguet et Dassault, les acteurs de cette renaissance. Jusqu'en 1946, 18 types d'avions de combat furent conçus, mais pour relancer rapidement la production, l'État français allait commander massivement des appareils de conception d'avant-guerre. Ce fut le cas du VB-10, un intercepteur qui aurait très certainement été performant en 1940. Il fit son premier vol le 7 juillet 1940. Le premier prototype révéla des performances déjà dépassées, il pouvait entre autres aller jusqu'à 470 km/h. Finalement, 660 appareils furent commandés auprès de la SNCAN, fin 1945, pour une livraison étalée sur une durée de 5 ans. Cependant, le deuxième prototype présentait de nombreux défauts mécaniques et un moteur qui surchauffait, et l'État se ravisa à ne commander que 50 appareils. En 1947, le premier VB-10 de production prit son envol.
Il disposait de 4 canons de 20 mm et d'une capacité d'emport de 500 kg de bombes sous les ailes, et il pouvait atteindre 700 km/h à 7500 mètres d'altitude. Malheureusement, début 1948, le deuxième prototype s'enflamma en plein vol à cause d'un sur-régime moteur, se cracha et son pilote fut grièvement blessé. Le même accident se produisit pour le premier VB-10 de production, le pilote réussissant cette fois-ci à se poser. Le projet VB-10 fut aussitôt suspendu par le ministère de la Défense, mais la Marine nationale qui s'y intéressait dépêcha un pilote pour le tester. Ce dernier fut tué dans l'explosion du troisième prototype lors de l'atterrissage, et le programme fut finalement annulé et la vingtaine d'appareils en cours d'assemblage fut détruite. Cette obstination du gouvernement à produire à tout prix des appareils datant d'avant-guerre et de conception française conduisit inévitablement à des échecs. Bien que la production fût contrôlée par les Allemands durant l'occupation, un appareil fut secrètement conçu dans les bureaux de la Société nationale de construction aéronautique du Sud-Ouest, la SN Caso. Il s'agissait tout simplement du premier appareil à réaction français et se nomme SO-6000 Triton. 5 prototypes furent commandés à la Libération. Le Triton est un biplace à train tricycle rétractable et au fuselage entièrement métallique. Éprouvant des difficultés à concevoir un moteur à réaction, les ingénieurs décidèrent de l'équiper du jumeau 004B2 équipant le Messerschmitt 262. 1946 marque un tout premier pas pour l'aviation française, bien que symbolique, vers sa rude quête, puisque le 11 novembre, le Triton fit son premier vol, faisant de la France l'une des rares nations à pouvoir faire voler un avion à réaction. Sous-motorisé, le premier prototype fut finalement abandonné. Les prototypes numéro 3, 4 et 5 furent donc équipés d'un Rolls-Royce Nine britannique. L'appareil pouvait dépasser les 950 km/h, voler à 12 000 mètres d'altitude et franchir pas moins de 950 km. Même si le moteur à réaction faisait défaut à l'aéronautique française, le Triton marque un pas symbolique, détenant au passage un record mondial de vitesse en biplace. Il fut testé jusqu'en 1952 et ouvrit la voie à la chasse à réaction française. Toutefois, la route vers l'indépendance est encore longue, en témoignent les différents chasseurs étrangers au sein de l'armée française. Après-guerre, la France utilisa des Spitfire, des Seafire, qu'elle remplaça par des F-6F L4 américains. L'État commanda près de 402 Havilland Vampire au Royaume-Uni et livrés à partir de 1948. 114 P-63 King Cobra furent livrés à la France par les États-Unis et par la suite utilisés lors de la guerre d'Indochine. Concernant les chasseurs britanniques reçus, cela s'expliquait par les accords Hartmann-Dixon de 1946, où la Grande-Bretagne devait livrer du matériel aéronautique à la France pour un montant de 45 millions de livres sterling, en compensation aux commandes françaises aux États-Unis récupérées par les Britanniques en 1940. Il n'en est pas moins que cela traduit tout de même un choix de facilité, mais surtout de nécessité, la France d'après-guerre étant devenue particulièrement dépendante des chasseurs étrangers, notamment pour mener sa campagne en Indochine, qui débuta dès 1946. Début 1946, l'armée de l'air confie concurremment à la Société nationale de construction aéronautique du Sud-Ouest et à Dassault la conception d'un intercepteur à réaction comme futur fer de lance de la chasse française. La SN Caso proposa le SO-6020. Son design si particulier s'explique par l'absence de réservoir de voilure, ainsi que par une entrée d'air placée sous son ventre. Propulsé par un Rolls-Royce Nine Mk100, ce monoplace disposait d'un siège éjectable. Il fit son tout premier vol le 12 novembre 1948. Baptisé Espadon, l'armée de l'air reçut le deuxième et le troisième prototype de la SN Caso. Le troisième avait la particularité d'être doté d'une propulsion mixte avec le Nine, couplée à une fusée SEPR. La SN Caso projetait de construire 350 Espadons équipés de 2 canons Hispano de 30 mm, de 4 mitrailleuses de 12,7 mm et pouvant emporter 500 kg de bombes. Mais l'armée de l'air choisit finalement l'Ouragan de Dassault, ce qui n'empêcha pas 3 des 4 prototypes de continuer les essais au centre d'essai en vol. En 1953, le SO-6020 et son pilote André Turcat furent respectivement le premier appareil et le premier pilote européen, et donc français, à franchir le mur du son en palier. Ce monoplace de 10,6 m d'envergure et de 15 m de long, pouvant peser près de 8 tonnes, était capable de franchir 950 km
et d'aller à 13 000 mètres d'altitude. Les espadons firent des essais de motorisation, d'armement, de sièges éjectables, de trains d'atterrissage et de systèmes embarqués, jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite en 1958, 5 ans après un vol historique qui aura constitué un autre pas symbolique dans le renouveau de la chasse française. En 1948, l'armée de l'air fit savoir qu'elle était à la recherche d'un appareil d'attaque au sol pour remplacer ses P-47 Thunderbolt et ses F-6F L4. Les constructeurs nationalisés étaient prioritaires et la Société nationale de construction aéronautique du Sud-Est proposa son SE 2410. Ce dernier fut réalisé à partir du SE 2400, démarré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le prototype surprenait avec une aile médiane en flèche, un train tricycle escamotable, mais surtout par ses 2 réacteurs Rolls-Royce NIN, construits sous licence par Hispano-Suiza, alignés verticalement dans le fuselage. La superposition des 2 réacteurs amputait sur l'empennage et sur un cockpit par conséquent majoritairement vitré. La SNKZE baptisa son appareil Grognard en hommage aux soldats napoléoniens de la Grande Armée, bien que déjà surnommé Bossu pour des raisons évidentes. Le SE 2410 fit son premier vol en 1950 et participa à des essais d'armement, entre autres pour des missiles air-sol et air-air français, tels que le Nord AS-11 ou le Matra T-10. Il fut de ce fait le premier avion français à tirer un missile air-air français. Le premier prototype cessa de voler dès 1954. L'armée de l'air commanda un second prototype, cette fois un biplace, du nom de SE 2415 Grognard II, pouvant emporter un armement plus important, et il réalisa son premier vol en 1951. Les problèmes de tangage constatés furent aussitôt résolus par l'agrandissement des stabilisateurs horizontaux. Il fut utilisé comme appareil d'entraînement des futurs pilotes d'essai, où il finira endommagé à la suite d'un atterrissage sur le ventre. En 1952, le programme fut annulé, et c'est le vautour de la SNKZE qui fut commandé en série par l'armée de l'air. Au début des années 50, l'armée de l'air lança une compétition pour la conception d'un chasseur moderne, et la Société française d'études et de construction des matériels aéronautiques spéciaux y prit part. En 1953, cette société fut absorbée par la Société nationale de construction aéronautique du Nord et reprit le projet sous le nom de N1402. Elle projetait d'y équiper son prototype d'un turboréacteur américain, mais nouvellement responsable du projet, la SNCAN opta pour un turboréacteur français Attar de la SNECMA. Le N1402 était un monoplan à aile basse Delta avec un empennage classique doté de petits plans horizontaux. Le delta du monoréacteur avait un angle de flèche de 58 degrés. Aucun armement n'était prévu, et baptisé Gerfaut, il fit son premier vol en janvier 1954. En août de la même année, il est le premier appareil monoréacteur européen à franchir le mur du son en vol horizontal sans post-combustion. Cette étape marque doublement la capacité retrouvée de la France à concevoir des moteurs modernes, en l'occurrence un Attar 1101C, mais aussi à être visionnaire dans des choix tels que l'aile Delta, qui s'avérera être incontournable quelques décennies plus tard. Bien que l'armée de l'air avait finalement choisi le Super Mystère B2 de Dassault, la SNCAN poursuivit les essais à sa demande, notamment concernant l'écoulement des fluides en vitesse supersonique pour les ailes Delta. Le centre d'essai en vol commanda à Nord un second exemplaire du N1402, lui équipé d'une aile différente, et du récent turboréacteur Attar 101F. Le Gerfaut fit son premier vol en avril 1956. La même année, il fut testé par des pilotes d'essai de l'US Air Force à Villacoublay, dans le cadre de l'OTAN, qui l'estimèrent supérieur à l'actuel appareil en développement North American YF-107. Doté d'une autonomie estimée à 1h30, il avait une vitesse maximale de 1500 km/h et un plafond pratique de 7800 mètres d'altitude. Les essais du Gerfaut furent stoppés en 1959. Le Gerfaut servit de base à la réalisation du Griffon, et bien qu'il ne fût produit en série, il s'avérera être un indispensable démonstrateur technologique. La société Nord, ou SNCAN, conçut un appareil de recherche avancé, du nom de Nord N1500 Griffon, grâce à l'expérience acquise du Gerfaut. Il devait voler à l'aide d'un turboréacteur pour le décollage
et d'un stratoréacteur pour les vols en palier. Il possédait déjà des caractéristiques d'aile en flèche et de plan canard. Doté à l'origine d'un turboréacteur ATAR 101G2, il fut ensuite équipé d'un ATAR 101F. Il effectue son premier vol en 1955 et est par la suite propulsé par un ATAR 100E3. Renommé N1500-02 Griffon II, il décolla en 1957 et fit près de 200 vols jusqu'en 1959. Le 5 août 1958, il est le premier appareil français à atteindre Mach 2. En 1959, le Griffon II bat le record international de vitesse sur 100 km en circuit fermé avec 1643 km/h. Bien qu'il détienne de très bonnes performances, notamment en termes de vitesse puisqu'il atteignit 2330 km/h à 16 400 mètres d'altitude, il n'eut pas de suite. L'armée de l'air préférera le Mirage 3, principalement du fait que le statoréacteur ne fonctionnait pas en régime intermédiaire. En 1948, l'armée de l'air demanda un intercepteur supersonique et la Sud-Ouest se mit à l'œuvre en 1951 et proposa 2 prototypes du SO-9000 Trident, propulsés par la combinaison réacteur-fusée. 2 ans plus tard, le premier prototype effectue son premier vol, tandis que le second s'écrasa lors du sien 6 mois plus tard. Seules les gouvernes de profondeur de la queue furent gardées, en supprimant les ailerons, ce qui suffisait à contrôler le tangage. Le Trident était équipé du Dassault MD-30 Viper, produit sous licence. La vitesse de Mach 1 fut dépassée sans l'usage du moteur fusée, tandis que celle de Mach 1.5 fut atteinte en vol horizontal et en montée à pleine propulsion. Ainsi donc, en 1954, l'armée de l'air commanda 2 autres prototypes nommés SO-9050 Trident II, lui équipé de 2 fusées de 3 tonnes de poussée, pouvant friser avec Mach 2. Le premier vol se déroula en 1955, avec Charles Goujon aux commandes du 3e prototype, et qui se tuera à bord du 4e en 1957. En 1958, le Trident III battit 2 records internationaux de montée, à 15 000 et à 18 000 mètres d'altitude. Le 2 mai, Roger Carpentier battait le record du monde d'altitude en montant à 24 217 mètres. Le Trident 3C a été conçu pour atteindre Mach 2,3 en palier, et Sud-Ouest avait même envisagé un Trident 4 pouvant atteindre Mach 3, mais l'armée de l'air mit un terme au programme en préférant le Mirage 3, motivé par les coûteux essais du Trident, son manque de polyvalence en tant que pur intercepteur et sa faible autonomie, seulement 4 minutes de moteur fusée à plein régime. Le Trident aura néanmoins été un appareil de record, montrant le redressement progressif de l'aviation de chasse française en termes d'innovation et de conception. En 1951, le ministère de l'Air communiqua son besoin d'un avion de chasse et d'attaque au sol, tout-terrain, à l'atterrissage et au décollage, et l'OTAN cherchait également un chasseur de ce type. La Sud-Est décida de répondre aux 2 appels, en faisant d'une pierre 2 coups par la conception d'un nouvel appareil, dont 2 prototypes furent assemblés sous le nom de SE-5000. Le premier prototype était un monoréacteur monoplan, à aile haute et en flèche. Doué d'une originalité inédite, il disposait d'un chariot amovible de roues à pneus basse pression, qu'on décrochait juste après le décollage, ainsi que de moteurs fusées d'appoint au décollage, et de 4 patins rétractables, montés 2 par 2 sous le fuselage pour l'atterrissage. Il pouvait peser jusqu'à 8 tonnes, voler à Mach 1, franchir 1250 km et aller à près de 20 000 mètres. Il était équipé d'un Snecma ATAR 101D, alimenté par 2 fentes constituant les entrées d'air. Le premier prototype fit son tout premier vol en 1953 et baptisé Baroudeur. L'armée de l'air semblait satisfaite alors que l'OTAN réclamait un nouvel avion pré-série que Sud-Est s'empressa de concevoir. Durant leur batterie d'essai, les appareils démontrèrent leur surprenante capacité à se poser aussi bien dans un champ d'herbe ou de blé que sur une plage de galets, sur le sable, la neige ou sur un lac gelé. On prévoyait un armement constitué de 2 canons dans le nez et de 2 tonnes de bombes sous les ailes. Mais il était déjà dépassé par nombre d'appareils du point de vue des performances au milieu des années 50, par le Super Mystère B2 de Dassault en France, et furent préférés les Fiat G91 et les F5A Freedom Fighter par l'OTAN. Le programme fut finalement arrêté en 1956.
le baroudeur démontra tout de même que l'esprit d'innovation et d'originalité n'avait pas disparu, bien que la France cherchait toujours son chasseur d'exception. La Sud-Est répondit au programme de l'armée de l'air pour un intercepteur léger pour faire face à d'éventuelles attaques soviétiques. Pourtant, le constructeur décida d'en concevoir un plus lourd pour qu'il soit mieux armé et doté d'une plus grande polyvalence. Sans chercher un design original, le Durandal, en référence à l'épée mythique du chevalier Roland, était un monoplan à aile basse Delta, avec un train d'atterrissage classique escamotable. Il fit son premier vol le 20 avril 1956. Il est propulsé par un turboréacteur Snecma Atar 101F, ainsi que par un moteur fusée d'appoint. Son armement devait se constituer d'un missile RR Nord AA-20 ou d'un Matra R-52, ou bien d'un pod canon DEFA pour 2 armes de 30 mm, ou de 2 bombes de 500 kg, ou encore d'un panier de 24 roquettes RR de 68 mm. En 1957, décolla le second prototype doté lui d'un Atar 101G plus performant. Plusieurs records d'altitude et de vitesse furent établis dans sa catégorie, atteignant entre autres Mach 1.57. Mais l'exigence de l'armée de l'air était Mach 2, c'est pourquoi fut préféré le Mirage 3. Les essais continuèrent jusqu'à sa retraite en 1958. Le Durandal allait constituer le dernier avion de combat développé par la société Sud-Est. En 1957, l'OTAN voulait un monoplace d'attaque léger pour l'interopérabilité des différentes forces aériennes transatlantiques, ainsi que pour leur modernisation. D'autant plus que les membres du pacte de Varsovie tendaient vers l'uniformisation, par la production immense de l'URSS, répartie non seulement dans les pays satellites, mais plus largement dans le bloc de l'Est. Forte de son effervescence scientifique et industrielle, plusieurs constructeurs français se lancèrent dans le projet, dont Breguet. Ce dernier proposa le temps, parfait anagramme du mot OTAN, sans être d'une incroyable originalité, mais se tenait à la demande de l'OTAN. Le monoréacteur a une aile basse et est propulsé par un turboréacteur Bristol Orpheus Bor 3, produit par la Snecma sous licence. Le prototype fut nommé BR-1001 et fut équipé des mêmes mitrailleuses Colt Browning de 12,7 mm que celles du F-86 Sabre. Le BR-1001 effectua son premier vol en juillet 1957. Les emplantures d'ailes montrèrent rapidement des faiblesses aérodynamiques, corrigées par un renforcement de celles-ci. 2 records sont à son crédit, l'un sur circuit de 1000 km à 1046 km/h de vitesse moyenne, l'autre sur 100 km à 1075 km/h de vitesse moyenne. En janvier 1958, le second prototype de démonstration fit son premier vol, mais le F-5A Freedom Fighter et le G-91 italien furent sélectionnés, même situation que pour le baroudeur. Toujours en lice pour l'aéronautique navale, Breguet réarma et remotorisa son appareil par 2 turboréacteurs et dès lors désigné BR-1100. Malheureusement, le Dassault Étendard 4 fut préféré. Malgré ces 2 échecs, le BR-1100 servit à la conception du futur BR-121 ou le Jaguar. Le temps fut le dernier chasseur développé par Breguet. La majorité des constructeurs aéronautiques français étaient des sociétés semi-publiques, hormis Dassault et Breguet, alors outils clés de la reconstruction de la chasse française. Devant l'ogre soviétique qui produisait des dizaines de milliers d'appareils, une incroyable effervescence aéronautique s'était constituée en Europe, où la France a su tirer son épingle du jeu. Dans un souci constant d'indépendance, avec un jeu d'équilibriste pour ne pas tomber sous l'influence de Londres, de Washington ou de Moscou, les constructeurs aéronautiques se sont affairés à développer, essayer et proposer des appareils tout azimut. Si les toutes premières années post-Seconde Guerre mondiale s'avérèrent peu fructueuses par la production d'appareils dépassés, la période 48-55 se montra pleine d'espoir et d'ambition. Certes, une grande partie des projets n'aboutira pas,
mais le développement de certains d'entre eux s'avérera crucial pour combler l'immense retard technologique acquis durant la Seconde Guerre mondiale.